Bonjour à tous, je suis Jonathan Siboni, fondateur et CEO de Luxury Insight, la première plateforme de data intelligence pour les marques de luxe. Bienvenue dans notre nouveau podcast en collaboration avec Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sharif Debs, PDG de Gemio, pour une interview exclusive avec Olivier Guyot, rédacteur en chef France de Fashion Network. Bon voyage et bon podcast. Bienvenue dans le podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un acteur de la joaillerie, de la nouvelle joaillerie. Sharif Debs, bonjour. Bonjour Olivier. Sharif, vous êtes le cofondateur avec Pauline Agneau de Gemio. Tout à fait. Gemio est un acteur de la joaillerie qui a vu le jour il y a un peu plus de 10 ans et avec la spécificité d'attaquer le marché en ligne. Vous allez nous expliquer ça. Vous, comment vous êtes arrivé dans cet univers de la joaillerie ? Est-ce que c'est un univers que vous connaissiez avant ? Est-ce que vous avez grandi dans cet univers-là ? Pas du tout. Ce qui est très rare dans le milieu de la joaillerie, dans lequel, dans la majorité des cas, les entreprises sont des entreprises de saga familiale, parfois même dynastiques, sur de nombreuses générations. Dans le cas de Pauline et moi-même, ni l'un ni l'autre ne venions d'une famille de joailliers. J'avais toujours eu un attrait pour les pierres précieuses, les pierres de couleur. J'étais collectionneur quand j'étais petit, rien de plus. Un attrait pour le beau depuis toujours, pour le précieux, pour l'art, mais pas spécifique pour la joaillerie. Et quand on a démarré l'entreprise, effectivement, il y a un peu plus de 10 ans, ça a été à la fois notre chance et notre malédiction. La chance de voir, c'est un peu impensif, mais de voir le milieu sous un angle nouveau, différent, sans aucun a priori. Et la malédiction de rentrer dans un secteur qui, pour plein de raisons réelles ou inventées, reste secret, fermé et pas forcément ouvert aux extérieurs et aux nouveaux. Il y a de bonnes raisons, comme les raisons de sécurité, de confiance. Il y a encore des transactions de grande valeur qui se font sur une parole donnée. D'autres secteurs nous regarderaient comme des ovnis puisque tout est très judiciarisé, contractualisé. Et puis d'autres mauvaises raisons qui peuvent être, au fur et à mesure du temps, des habitudes qui ont été prises, des comportements un peu plus empâtés qui n'ont pas vu que le monde changeait, les clients changeaient, les méthodes changeaient. Donc c'était à la fois malédiction et chance. Vous venez de quel horizon ? Donc vous créez vous avez ce projet plus exactement avec votre compagne de lancer une nouvelle entreprise sur ce segment joaillerie. Vous venez de quel univers et finalement avec les barrières que vous venez de citer, pourquoi vous vous dites si c'est là qu'on va faire quelque chose ? Alors donc moi je suis ingénieur de formation. J'ai grandi à Paris, j'étais un gentil bon élève. Je viens d'une famille d'immigrés chrétiens libanais qui ont débarqué en France pendant la guerre et qui se sont contentés de nous dire, nous les enfants, soyez bons à l'école, soyez sages, aimez la France qui est notre pays d'accueil et tout ira bien. Donc à part faire ce que mes parents m'ont dit avec le maximum de sincérité possible, j'avais pas beaucoup de conviction au moment où je suis arrivé sur le marché du travail. Je me suis contenté peut-être de regarder le ciel ou mes parents en me disant j'ai fait ce qu'on m'a dit, je suis bon élève et gentil, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Mes parents étaient un peu perdus parce qu'ils n'en savaient rien, enfin je pense qu'ils n'en savaient rien pour moi. Et donc j'ai regardé autour de moi, j'ai vu que les gentils bons élèves faisaient, s'ils voulaient bien gagner leur vie à l'époque quand on était ingénieur, rentrer dans une grande entreprise, faisaient de la finance ou du conseil. J'ai fait un peu des deux pendant quelques années. J'ai bien gagné ma vie, beaucoup voyagé, mais je sentais qu'au fond de moi, je m'ennuyais et que j'avais envie d'aventure. Et j'en savais pas plus. Donc pour l'instant, la joaillerie n'est nulle part. Je suis parti aux États-Unis faire un MBA pendant 2 ans. Vous avez quel âge à ce moment-là ? J'ai 25 ans, je crois. Je voulais faire un sabbatique en fait. Je voulais faire une pause de mon entreprise, de ma vie normale. Mon meilleur ami partait en MBA, donc il m'a dit écoute, essayons d'être productifs plutôt que de juste aller en vacances. Faisons un MBA, apprenons, ouvrons-nous l'esprit. Donc j'ai fait ça. Et là-bas, j'ai
précisé le projet, j'ai compris que j'étais fasciné par le monde des affaires au sens large. C'était pas forcément l'entrepreneuriat au sens tech ou start-up, c'était les hommes d'affaires. C'est comme ça que business people. Je n'avais pas d'autres mots pour le décrire, et ça pouvait être littéralement des chefs de PME industriels en banlieue. Il n'y avait rien de glamour autour de la tech ou de la nouvelle technologie. Et au moment de terminer ce MBA, j'avais quelques projets, quelques idées, dont une idée de toucher à la joaillerie, au milieu de la joaillerie, sans encore savoir et avoir de théorie précise. Et c'est au moment où je me suis fiancé avec Pauline, donc mon épouse d'aujourd'hui. On a cherché une bague de fiançailles ensemble. Et ça a cristallisé l'un des projets que j'avais dans la liste, qui était de me dire, il y a quelque chose à faire dans la joaillerie, je ne le sais pas encore exactement, mais il y a un nouvel angle, il y a une nouvelle façon de le faire. Ce dont on va peut-être discuter aujourd'hui, c'est que 13 ans plus tard, c'est facile de réécrire l'histoire, mais j'arrive à comprendre d'où je venais et quels étaient mes instincts, et je pourrais essayer humblement de l'articuler. Mais je pense qu'à l'époque, honnêtement, au-delà de me dire, j'ai pas trop aimé l'expérience de recherche de bague de fiançailles, j'ai pas trop aimé les prix, j'ai pas trop aimé le comportement des vendeurs en face de moi, je suis pas certain d'être le cœur de cible. Je suis pas certain. Il y a de très belles choses, mais il y a de l'émotion, c'est pas forcément au bon prix, ou alors quand de temps en temps c'est trop cheap. Il y a quelque chose qui sonne pas juste. Alors que dans beaucoup d'autres secteurs, comme l'hôtellerie ou la restauration, je me sens à l'aise et touché au cœur par certaines marques ou certains chefs ou certains artistes. Dans la joaillerie, je n'arrivais pas à être touché au cœur. Et ça a démarré comme ça, notamment aussi parce que ma femme, qui est plus courageuse que moi, m'a dit, écoute, ça fait un moment que tu dis que tu veux être un homme d'affaires et te mettre à ton compte. Tu as une opportunité, arrête de réfléchir, tu vas pas me faire des tableaux Excel pendant 3 ans pour réfléchir quelle est la bonne entreprise. Démarre, on verra bien. Donc vous démarrez où? Et vous démarrez avec quoi en fait? Alors on démarre avec rien. Honnêtement, c'est pas une figure de style. On démarre avec, je crois... J'ai du mal à me souvenir, je crois 10 000 euros ou 30 000 euros aussi, parce qu'on a démarré à 3 associés au même niveau, ou quasiment au même niveau. Donc 10 à 30 000 euros. Rien d'autre que... Alors, une chose que j'avais apprise ou observée en MBA aux États-Unis, c'était que, indépendamment du secteur, un facteur clé de succès d'une entreprise qui ne meurt pas au bout de 6 mois ou de 1 an, c'était... une vitesse d'exécution imposée, une discipline d'exécution radicale. C'est-à-dire s'assurer de ne pas s'endormir, de ne pas trouver des excuses pour sortir de piste et vraiment avoir une deadline très dure. Donc à l'époque, je crois que la première deadline, on s'est dit, on a 3 mois pour enregistrer la première commande de clients. Et si vous vous fixez ça et que quoi qu'il arrive, cette deadline n'est pas négociable. Donc ça veut dire que vous constituez la chaîne, que vous constituez votre catalogue de prix, vous constituez votre offre en 3 mois. Alors, c'est même plus que ça, c'est que 3 mois, c'est très court, surtout quand vous ne connaissez rien. Donc là, je vous parle vraiment de l'entrepreneuriat du tout début. C'est ça. Je rassure mes clients, nous ne travaillons plus comme ça 13 ans plus tard. Mais à l'époque, l'aventure entrepreneuriale, c'est de dire, bon, si on doit vendre un produit dans 3 mois, il va nous falloir un site internet parce que ça coûte moins cher qu'une boutique. Et vraiment, c'est pas, vous voyez, il n'y a pas de théorie digitale, c'est juste de dire, bon, bah, ça coûte moins de capital d'avoir un site internet que d'avoir une boutique, donc on va faire un site internet. Si vous avez un site internet, il faut être capable de le mettre en ligne. On est allé voir 2-3 agences, vu les contraintes de temps et de budget qu'on avait, puisque une agence n'allait pas le faire à l'époque pour moins de, j'en sais rien, 10-20 000 euros pour quelque chose de sérieux. On s'est rendu compte qu'on devait le faire nous-mêmes. Donc on a bricolé un blog WordPress, je pense, pour le faire. Une fois qu'on a ça, il faut quelque chose à vendre. Avoir des produits à vendre, les développer, les prendre en photo, à l'époque, c'était très, très compliqué. Et donc, on s'est contenté de dire, bon, ben, il nous faut des images. Les images, le moyen le plus simple, ça va être de faire des images de synthèse. Et donc, on s'est débrouillé pour faire des images de synthèse de produits qu'on était en train de développer en parallèle. Et on s'est dit, bon, on va mettre ces images en ligne, on va les diffuser et on verra si on reçoit une commande. Et donc, en 3 mois, on s'est contenté au minimum vital, qui était littéralement avoir un blog un peu transformé, avec des images de synthèse de produits qu'on pourrait peut-être vendre. À ce stade, vous notez que je ne me suis pas inquiété de savoir si les produits étaient faisables, s'ils étaient
comment j'allais les fabriquer et même leur pricing. Vous avez l'enveloppe. J'ai quelque chose, fake it till you make it. J'avais quelque chose. Et en fait, c'est à la fois, surtout dans un milieu, c'est pour ça que c'est paradoxal avec la joaillerie, dans laquelle il y a une attention au détail et une perfection qui est nécessaire. Mais c'était aussi le seul moyen d'arriver à avancer vite et à faire bouger les lignes avec peu de moyens et peu de temps. Donc, après coup, bien sûr, et sur les 10 années qui suivent, on a réussi à corriger le tir, à nous professionnaliser surtout. Mais au début, ça n'était rien d'autre que, comme vous dites, une enveloppe, une coque qui était suffisante pour démarrer et nous heurter à la vraie vie. On se heurte à la vraie vie, j'imagine, en plus, comme vous le disiez, dans un secteur qui n'a pas l'habitude de laisser rentrer beaucoup de nouveaux venus. Comment on arrive à montrer patte blanche, à se faire accepter en très peu de temps, parce qu'on doit développer très rapidement? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui vous a ouvert des portes? C'est une excellente question. Typiquement, la première fois qu'on s'en est rendu compte, c'est quand on a cherché à faire fabriquer les pièces, les bijoux. Donc, ne venant pas du milieu, on n'allait pas les fabriquer nous-mêmes, il nous fallait des partenaires. Et les partenaires sérieux avaient tout de suite déjà, c'est un milieu secret, fermé. Si en plus vous êtes inconnu, vous n'y connaissez rien, vous n'avez même pas les langages ou le vocabulaire du métier, vous êtes tout de suite fiché comme pas sérieux et on ne vous répond pas du tout. Au sein de ceux qui vont répondre, automatiquement, si vous arrivez à dépasser le fait qu'ils plissent des yeux en se demandant qu'est-ce que c'est, et puis il y a des notions de sécurité, vous savez, même les ateliers ne veulent pas forcément dire où ils sont situés physiquement en France, parce qu'ils sont victimes de braquage ou de vol. Si vous arrivez à passer ces barrières, quelque chose qui pouvait aider, c'était le fait de bien présenter, d'avoir fait de bonnes études, de parler un français correct. Ce sont des choses qui font à la fois très conservateurs, mais qui sont des gages qui viennent amollir un petit peu la méfiance des ateliers. Les mauvaises nouvelles arrivent vite derrière. Il y a des notions de minimum de commande, de garantie, puisqu'ils vont fabriquer. Ils n'ont pas forcément envie de fabriquer puis de ne pas être payés. Donc tout ça, on peut essayer en montrant, alors on peut essayer de payer des acomptes, on peut essayer, mais le minimum de commande, surtout quand vous démarrez que vous n'avez pas de capital, c'est encore une fois une problématique. Finalement, ce qui nous a sauvés, et ce qui m'a fait d'ailleurs rentrer dans l'entrepreneuriat, donc après les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire un été à passer à chercher des partenaires, à ne pas en trouver, ce qui a été formidable, c'est de rencontrer un atelier détenu par une personne qui est un entrepreneur dans l'âme aussi, et qui, par identification, et au flair et à l'instinct et à la confiance, rien de plus, pas un contrat, pas des preuves, pas des slides. Il a dû nous observer, il a senti, lui et son directeur d'atelier, qu'il avait envie de faire un pari sur nous, et il a décidé de nous faire confiance alors que rien de concret, rien de signé ne lui garantissait que ça allait lui rapporter quelque chose. C'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être qu'il y aurait eu une autre personne avec ce profil, mais en tout cas, vous, c'est la personne qui vous a mis le pied à l'étrier sur l'aventure. Tout à fait. C'est, on va dire, un propriétaire et les deux personnes qui travaillent avec lui qui ont décidé de nous faire confiance. Donc c'est vraiment une histoire d'hommes, comme on dit, ou de femmes, en l'occurrence 2 hommes et une femme, en face de nous, et qui décident de se faire confiance indépendamment de contrat, indépendamment de garantie et indépendamment même de pédigré qui viendrait de notre famille, qui rassurerait par leur profondeur financière ou que sais-je. C'est juste l'envie. Il avait envie peut-être de s'encanailler un petit peu. On avait besoin de gens comme eux. Et d'ailleurs, c'est de belles histoires puisque 13 ans plus tard, on travaille toujours ensemble. Ils sont devenus actionnaires de la société à un moment donné. Et c'est un partenariat qui a fait notre succès et qui, par ailleurs, leur a apporté des volumes conséquents. Je crois qu'on est devenu au moins leur 2e client aux côtés de très grands noms qui sont connus. Aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on est leur numéro 2 et c'était un pari de leur côté aussi, mais qu'on a su honorer. Vous pouvez les citer peut-être? Les ateliers, vous voulez dire? Ou les fondateurs. Mais... je ne pense pas. Alors, le milieu reste secret. Voilà. Je vous avoue, rien n'est contractualisé. En revanche, j'ai appris certaines normes du métier dans lesquelles les ateliers n'aiment pas. Alors, typiquement, les ateliers n'aiment pas dire avec qui ils travaillent. Les ateliers n'aiment pas dire de qui ils sont actionnaires, parce que leurs propres clients peuvent mal prendre le fait qu'ils soient actionnaires dans l'une des marques, l'un de leurs confrères. Et inversement, si nous-mêmes sommes actionnaires d'un atelier, nous ne le dirions pas de peur que les confrères le prennent mal ou décident de se retirer. Donc là-dessus, si vous me permettez, une fois de plus, je vous ai dit,
Dans ce milieu, il y a un mélange de comportements, de secrets et de discrétion qui ont de profondes racines business réelles et qui s'expliquent. Et puis d'autres, on pourra en parler, qui sont juste de vieux réflexes datés et qui n'ont plus de raison d'être. Pas de souci. Vous avez votre atelier. Vous avez donc les premiers produits qui arrivent. Oui. Comment vous définissez l'identité de la marque ? Comment vous définissez Gemio ? Comment vous construisez son discours, son univers marketing ? Qu'est-ce que vous mettez autour du produit que vous finissez par avoir ? Alors, en fonction de la personne à laquelle je m'adresse, alors ma femme a un discours corporate communication média traîné et je pense qu'elle vous répond directement et très sûre d'elle à cette question. Moi, je crois que j'ai l'autorisation, comme en plus je vous ai dit, c'est la première fois que je reprends la parole depuis des années en public, j'ai l'autorisation de sa part de plus dire la vérité, qui est moins rose que ce qu'elle peut raconter à ses médias. C'est quelque chose de profondément itératif. Ça n'est absolument pas... il doit y avoir des histoires de créateurs, de designers qui, dès le début, démarrent et arrivent à mettre des mots exacts sur ce qu'ils comptent faire. Ça n'était pas notre cas. Comme je vous disais, nous avions des instincts de choses qui n'allaient pas. Et directionnellement, à tâtons, on a compris que nous cherchions à être... en fait, on a compris des éléments, des adjectifs, des attributs de la marque que progressivement, on a rendu public et de temps en temps trop loin, en allant trop loin et qu'il a fallu doser, qu'il a fallu nuancer. C'est comme une très belle recette de cuisine qui se fait une fois de plus sur des décennies. On a démarré, je crois, avec cette notion de disruption, de joaillerie et disruption. Puis on s'est rendu compte que disruption, c'est trop rude pour quelque chose de précieux, quelque chose que les gens vont porter toute leur vie dans le cadre d'une bague de fiançailles. Il faut être moins rude. On s'est contenté d'une tagline qui était « jeune et joaillier ». Ça voulait dire à la fois une tension entre joaillier, donc qui a du savoir-faire, qui s'est fabriqué dans les ateliers qui fabriquent pour eux les grands noms de la place Vendôme, mais jeune, donc avec une approche différente, un peu plus irrévérencieuse, un peu plus fraîche, un peu plus pop. On est allé trop loin là-dedans à un moment donné, donc on était trop jeune, pas assez joaillier, on est devenu presque potache. C'était de nouveau, on a pu perdre nos clients, on a dû corriger le tir, on est devenu beaucoup plus sage. On est devenu très jeune fille en fleurs à un moment. Donc on était très joaillier et puis très très jeune à la fois, mais on manquait de chien. Et donc cette plateforme de marque, si vous voulez, qui a évolué dans le temps, jusqu'à il y a encore, je dirais, moins d'un an, on était sur un positionnement différent. Actuellement, la façon dont on le décrit, on estime être un acteur ou un pionnier de ce qu'on appelle le smart luxury, qui n'est pas accessible luxury. Mmh. Et je pourrais essayer de vous décrire avec plus de mots, mais c'est à la fois une plateforme de marque et un business model. On essaie de définir, mais donc la réponse, pardon, je suis un peu bavard. Ce que ça veut dire, c'est itératif, c'est en construction et on passe notre temps à comprendre et à mettre des mots avec l'aide d'agences ou de spécialistes ou d'académiques, de professeurs spécialisés du milieu qu'on demande, qu'on mandate pour nous aider. Mettre des mots sur ce qu'on fait sans bien le comprendre. On ne théorise qu'après coup. Ça veut dire aussi que les évolutions de consommation, vous êtes obligé d'être au plus près de celles-ci, en étant justement pas sur un positionnement de maison établie, mais plutôt justement de jeunes, comme vous disiez, oui. de connexion avec la jeunesse, avec l'innovation. Vous êtes obligé d'être au plus près des évolutions de la consommation. Alors, c'est intéressant comme question. Oui, mais dans notre catégorie, qui est la joaillerie, les évolutions sont beaucoup plus lentes que dans d'autres catégories. Je suppose, je n'y connais pas grand-chose, mais dans le milieu de la maroquinerie, donc dans le hard luxury déjà, donc les accessoires, je pense que déjà tout est un peu plus lent que dans la mode. Et dans la mode, ça doit être plus rapide. Mais dans la joaillerie, c'est pas récent, c'est tellement cher, les cycles d'achat sont tellement longs. La bague de fiançailles, les alliances ont vocation à être achetées pour la durée, que les comportements, je pense, sont beaucoup, beaucoup plus stables que dans d'autres secteurs, d'autres catégories. D'ailleurs, aux grandes dames de certains spécialistes, par exemple de révolutions comme le diamant de synthèse, c'est probablement les comportements sont beaucoup plus lents à changer qu'ils ne le souhaiteraient. Donc, dans notre cas, c'est plus que humblement, je pense que le marché est assez stable et bouge moins qu'on ne le pense.
notre compréhension est lente et donc humblement on s'adapte et on met des touches. Et puis il y a une autre notion, c'est qu'en revanche, un joaillier, c'est un joaillier de famille. Il est suivi au fur et à mesure des années. C'est plus que notre clientèle et nos early adopters, nos fans du début ont grandi. Et donc, les clientes qui avaient 25 ans il y a 10 ans en ont 35, ou celles qui avaient 35 en ont 45, leur pouvoir d'achat et leur façon de vivre la joaillerie et le monde et le couple et l'amour a changé. Et donc, c'est intéressant, c'est très lent, mais c'est plus qu'on grandit et on vieillit avec nos clients, plus qu'on guette des changements de comportement. Je pense que c'est différent d'autres secteurs que Fashion Network doit étudier. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est que vous avez commencé dans le digital, à une époque où il n'y avait pas énormément d'acteurs, en tout cas français, qui se lançaient uniquement sur le digital dans la joaillerie. Vous, comment vous avez réussi à trouver les points d'accès aux clients qui a l'habitude d'aller en boutique, qui a l'habitude peut-être même sur la bague de fiançailles d'aller sur les salons du mariage, qui reste un axe pour une partie des clients d'achat. Comment vous avez réussi à insuffler une autre façon de consommer et comment vous avez validé le fait que le client achète en ligne? Notre clientèle, en fait, je pense s'est fait un peu forcer la main au début. Une fois de plus, le digital, c'était un moyen de les atteindre avec moins de capital, mais assez rapidement, il s'est avéré que notre clientèle souhaitait un point d'immersion dans la marque, et donc c'est plus nous qui avons dû nous faire violence pour nous adapter à une réalité. Ouvrir des boutiques, ça ne change en rien le fait qu'on est unique dans notre... En fait, le client a envie d'un passage, mais avant et après, il est beaucoup plus à l'aise, surtout les hommes d'ailleurs, en étant devant leur écran et en ayant le maximum d'explications et beaucoup de proximité et de facilité à travers les frontières, les langues et les moments de vie. Donc, on s'est adapté à une réalité de notre clientèle en ouvrant des points de vente. Donc maintenant, on en a 9 et on va continuer à en ouvrir pour un point de passage très précis. Donc, disons que notre approche, au lieu de dire tout va se faire en local et Internet est un espèce d'add-on qui est fait par une agence, qui est l'e-commerce qui est rajouté. Aujourd'hui, en joaillerie, il y a peut-être 5, 7, 8% du chiffre d'affaires qui est fait chez les grands noms en ligne. Nous, c'est très différent. Le point physique est offert, est utilisé par la majorité des clients, mais en réalité, je ne me souviens plus des statistiques exactes, la prise de commande en boutique représente moins d'un tiers de nos ventes. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de point de vente physique et que la majorité même de nos clients ne passent pas par un point de vente physique, mais la conclusion de la transaction, elle va avoir lieu à distance, en ligne, pour une clientèle qui aime ne pas se sentir, justement un truc que j'avais ressenti à l'époque Place Vendôme, se sentir un peu acculé à vendre maintenant tout de suite. De temps en temps, quand les vendeurs sont fins, on le sent vaguement, mais on le sent pas trop. Quand ils sont moins fins ou que les incentives sont mal construites, on a un peu la sensation qu'on a le couteau sous la gorge. En plus, quand l'homme doit réfléchir et stresser entre sa carte bancaire, ce qu'elle va passer, est-ce que c'est dans son budget, il n'a pas envie de se ridiculiser devant sa conjointe. Tout ce genre de débat, de réflexion, il a peur aussi, les certificats, tout ça, il veut aller regarder sur Internet. Mais en fait, c'est tellement plus agréable à faire à distance sans avoir un vendeur qui essaye de conclure la vente directe. On a juste un modèle infiniment mieux adapté aux clientèles d'aujourd'hui que ce qu'on a vécu, nous, il y a 13 ans. Donc, votre profil de consommateur, c'est beaucoup d'hommes aussi qui viennent se rassurer, en tout cas dans ce que vous dites? Alors, nous, ce sont des couples, vraiment. Donc, ce sont autant des femmes que des hommes. 80% des bijoux que nous fabriquons vont être portés par des femmes, 20% par des hommes, majoritairement des alliances, mais aussi d'autres bijoux qui peuvent être des bracelets. Donc, l'alliance reste votre premier produit aujourd'hui? Pour les hommes, vous voulez dire? Pour hommes et non, femmes. Pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire. En fait, pour les bagues de fiançailles et les alliances représentent au total à peu près la moitié, donc ce qu'on appelle le bridal représente à peu près la moitié, ce qui est calqué, en fait, qui est très similaire aux grandes maisons, aux confrères généralistes de la joaillerie, donc aux plus grands joailliers en termes de chiffre d'affaires, sont souvent équilibrés entre bridal et non-bridal. On a un portefeuille très très similaire, et donc au sein du bridal, les alliances elles-mêmes représentent moins de 50% de ces 50%. Donc l'alliance est plutôt, je ne vais pas dire anecdotique, mais en tout cas en chiffre d'affaires, n'est pas le cœur de ce qu'on fait. D'accord. Sur le développement, donc vous disiez, à un moment, vous avez dû ouvrir des boutiques. Oui. C'est un cap important
qui nécessite pas mal de ressources financières. Oui. Comment vous faites à ce moment-là? C'est à quelle époque où vous devez investir beaucoup plus lourdement pour développer la marque? Alors, donc c'était 3-4 ans après l'ouverture de l'entreprise, on a senti le besoin. Il se trouve qu'à l'époque, la table de capitalisation de la société avait... les fondateurs étaient minoritaires et il y avait des investisseurs business angel indépendants et un fonds d'investissement à bord. Donc nous avions des moyens qui nous ont permis de prendre ce risque de capital. Et donc, on a mis à profit une partie de ce capital pour ouvrir un ou deux, je crois, points de vente physiques à l'époque, les tester et nous rendre compte que c'était la bonne direction. Mais même ce dosage, il a fallu le faire prudemment, puisque entre un point de vente physique placé dans le trafic, très grand, très beau, un point de vente physique beau mais pas bien placé, ou bien placé mais pas très beau, quand je dis beau, c'est-à-dire est-ce que vous faites appel à des architectes d'intérieur, à des matériaux, tout ça, c'est une équation qu'il nous a fallu des années et qu'on est encore 10 ans plus tard en train de régler. On est profondément insatisfait de nos premières boutiques, qui sont d'ailleurs plutôt les boutiques parisiennes, très satisfait de nos nouvelles boutiques qui sont plutôt donc à Aix-en-Provence ou à Tokyo. Mais pour ajuster maintenant le parc parisien, c'est encore un débat. Est-ce qu'on vise trop? Est-ce qu'on dépense trop? Est-ce qu'on ne dépense pas assez? On va le voir dans les 9 mois, un an qui viennent. Mais c'est une équation qui continue à évoluer. Là, vous venez d'ouvrir, vous ouvrez tout juste un nouveau site à Zurich. La Suisse, c'est un marché important. Et puis, justement, ces ouvertures qui sont pas très proches, vous venez de parler de Tokyo, oui. La Suisse, comment vous les gérez en étant encore une petite entreprise? Je sais pas d'ailleurs combien vous êtes en intégré, mais encore une petite entreprise française. Alors, on est une entreprise qui est... très petite par rapport à son empreinte physique. Donc, on est à peu près 80 collaborateurs et on a des filiales. Donc, on opère tout. On ne fait pas de wholesale. Donc, on opère nos filiales entièrement intégrées, tout géré en propre, en Belgique, en Suisse, au Japon et bientôt dans un 4e pays. Oui, c'est ça, 5e pays. La raison pour laquelle on l'a fait comme ça, une fois de plus, comme l'ouverture de boutique, c'est pas de gaieté de cœur, c'est parce que le marché nous l'a demandé, nos clients nous l'ont demandé indirectement. On aurait préféré faire du wholesale, on aurait préféré avoir des partenaires, on a tenté le coup, on a ouvert à un moment dans des grands magasins, etc. On a compris que notre catégorie, nos clients ne pouvaient pas s'accommoder de lieux qui étaient trop petits, trop de passages, qui avaient trop de contraintes. Les marges qu'on décide de nous réserver et les prix qu'on souhaite rester compétitifs pour nos clients pour qu'on ne redevienne pas un acteur de la place Vendôme ne nous permettaient pas de respecter les coefficients de nos distributeurs. Donc, on a dû éliminer et on a dû comprendre qu'on devait le faire nous-mêmes en interne. Et ensuite, pourquoi cet étalement géographique en dehors de l'Union européenne, dès la Suisse, puisqu'on est en dehors des barrières douanières, et vers le Japon? C'est que, je reviens à cette notion de smart luxury, en gros, notre clientèle cible est une clientèle éduquée, sophistiquée, qui a un certain pouvoir d'achat, qui ne se reconnaît ni dans les grands groupes de luxe, ni dans l'accessible luxury. Et ces populations sont dans quelques grandes villes, dans des pays développés, dans des pays riches. Il a fallu les chercher là où ils étaient. Et ils étaient plus... Pour les connaître un peu, ils étaient plus présents à Genève, à Zurich ou à Tokyo, même s'il y a des différences de goût, mais moins importantes qu'on l'imagine. Ils étaient plus présents à Tokyo et à Zurich en tout cas en concentration, que même dans certaines villes de France plus petites, parce qu'il faut un niveau de concentration, de pouvoir d'achat et d'attrait pour l'art et la culture que nous ne trouvons pas en concentration suffisante dans certaines villes de France ou même d'Europe. Donc c'est le marché qui nous a forcés à sortir de notre zone de confort. Je vais parler un peu du produit. Aujourd'hui, donc vous êtes sur un marché international. Vous ne vous adressez pas seulement à un client français, c'est ce que vous venez de nous expliquer. C'est une véritable compétition, comme sur d'autres marchés, mais en tout cas sur la joaillerie, avec des très grands acteurs. Un des éléments de compétitivité sur ce marché-là, c'est d'avoir les pierres, de savoir les sourcer, d'avoir la main-d'œuvre aussi pour réaliser les bijoux. Comment vous vous organisez pour être compétitif là-dessus? Je sais que vous avez une stratégie de flux tendu, je crois, mais est-ce que vous pouvez expliquer comment vous fonctionnez à la fois pour le sourcing et à la fois pour la production? En fait,
je vais continuer à vous décevoir, Olivier. Il n'y a pas de... en fait, nous, quand j'ai dit Smart Luxury tout à l'heure, en fait, on a compris que nous n'allions pas, on a compris assez tôt que nous n'allions pas apporter d'innovation technologique de rupture ou de disruption, ce que les fonds d'investissement auraient adoré entendre, et ce que beaucoup aiment entendre au sujet du diamant de synthèse, par exemple. La réalité, c'est que si le marché n'en a pas envie, les investisseurs peuvent en rêver, mais le client est le décideur final. Et donc, on a vite... Juste sur le diamant de synthèse, c'est votre sentiment aujourd'hui que le client final n'est pas... Il n'y a pas une appétence réelle autour de ce produit-là? Alors, notre clientèle, donc il doit y avoir beaucoup de clientèle, mais notre clientèle, qui est cette clientèle qui a un certain pouvoir d'achat, qui est sensible aux marques, qui va dépenser quand même sur des paniers moyens assez élevés, donc le nôtre est... On va dire, notre cœur de gamme se situe entre 1 000 et 15 000 euros, si je schématise. Dans cette gamme, et donc sur des prix à plusieurs milliers d'euros, la clientèle qui est intéressée par la joaillerie, et qu'on connaît donc dans des pays développés, c'est très spécifique, ne nous semble pas intéressée par le diamant de synthèse. Et une fois de plus, je le dis librement, non pas parce que il y a eu des acteurs de la joaillerie historique qui ont essayé de diaboliser le diamant de synthèse. Il y a eu des acteurs du diamant de synthèse qui ont essayé de diaboliser le diamant synthétique, le diamant naturel. Nous, on était très agnostiques, une fois de plus, parce qu'on n'a pas de conflit d'intérêt. On l'a proposé, on l'a offert, on a offert les deux, ce qui était finalement assez rare, puisque la plupart des marques ont pris il y avait des partis pris. Des postures, en tout cas, de communication ou réel. Nous, on n'avait pas de posture, on a ouvert les deux. On a juste constaté que notre clientèle, avec une approche un peu proche de celle de l'art, si vous voulez. Il y a des marchés pour des Picasso ou des Modigliani originaux. Il y a un marché pour les reproductions ou les tirages. Je vais prendre un autre exemple, les tirages d'artistes, des photos d'artistes, et puis juste la copie Ikea. Les deux marchés existent. On va éviter de juger l'un ou l'autre. Certains peuvent dire que c'est stupide de payer une photo d'artiste originale à 15 000 euros quand vous pouvez avoir la même tirée ou quasiment la même chez Ikea, ou strictement la même d'ailleurs, une reproduction. Vous dire que l'original n'a pas la valeur de celle qui est indiscernable à l'œil nu. D'autres vont, pour des raisons émotionnelles et personnelles, choisir l'un ou l'autre marché pour des raisons qui les regardent. Donc nous, on l'a respecté, on l'a observé, on constate que sur notre clientèle cherche l'émotion de la pierre naturelle, de couleur ou diamant d'ailleurs, dans les deux cas. Je ne sais plus, je me suis perdu. Pourquoi je vous raconte ça? Pour l'accès en fait aux pierres, la manière dont vous sourcez les pierres, quelle est la problématique que vous pouvez rencontrer face aux grands groupes? Oui. Et ensuite derrière, votre modèle de production. Ouais, le rapport. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on a compris qu'il n'y avait pas d'innovation de rupture particulière. Et donc on s'est contenté de faire. C'est pas très glamour sur le papier, mais en fait ça marche dans le temps. C'est qu'on a juste, quand on dit smart luxury, on a essayé d'être smart, discipliné, d'avoir une discipline de management et juste de travailler dur pour essayer d'obtenir les mêmes résultats en dépensant moins et en étant plus malin. C'est vraiment de l'innovation de processus, de l'innovation managériale, le fait de travailler plus tard, de nous donner plus, de faire plus d'efforts. Et à part vous dire que on travaille plus dur pour chercher les mêmes pierres mais en dépensant moins, on est opportuniste dans nos achats de lots de pierres, on fait très très attention à être discipliné sur nos paiements, par exemple à tous nos fournisseurs, on est toujours les premiers payeurs, on ne négocie les délais de paiement, les gens nous aiment juste parce qu'on est tellement sérieux, on fait tellement attention à payer à l'heure, à être réglo, à leur signaler régularisation, vous ne nous avez pas assez facturé lors de la dernière facture, qu'en fait on n'a pas besoin d'aller plus loin ça prend du temps, mais se créer de la crédibilité et devenir presque l'acteur de choix et le partenaire de choix. Nos fournisseurs de pierres ou certains de nos ateliers nous disent, et je vous parle d'acteurs qui font 10, 100 ou 1000 fois notre taille, c'est tellement plus agréable de travailler avec vous qu'avec les autres avec lesquels tout est une guerre ou un bras de fer. Nous, au moins, on est allé plus loin dans la méthode de la parole donnée et de la main serrée. On fait le business comme peut-être il se faisait il y a 100 ans. C'est un retour au luxe, si vous voulez. Oui, pour vous, pour pouvoir rentrer, il fallait finalement cocher ces cases-là qui étaient des codes du secteur. On est même revenu, je vous dis, certains nous disent, c'est presque, vous êtes en train de refaire le business comme il existait avant la professionnalisation et la contractualisation à outrance de ces affaires.
Et c'est incroyablement agréable. Et en fait, c'est notre victoire. Ça prend du temps. La confiance met beaucoup de temps. Mais on n'a pas besoin de beaucoup plus pour aujourd'hui transmettre tout le bénéfice de notre façon de faire à nos clients en étant juste plus disciplinés, plus malins. J'avais une question sur le consommateur, votre client, justement. Nos amis de Luxury Insight ici travaillent justement sur les évolutions de prix, les analyses de marché. Justement, ils ont sorti quelques données. Dans la plupart des grandes marques, on n'est pas sur les évolutions de prix des grands sacs. Ouais. Mais cependant, il y a quand même, sur les 5 dernières années, semble-t-il, une croissance quand même des prix pas loin d'être à 2 chiffres dans votre secteur. Ouais. Comment vous analysez cette augmentation de prix et est-ce que vous la suivez vous? Est-ce que ça a un impact sur votre profil de client? Alors, déjà, je m'y connais moins que Luxury Insight sur les grandes tendances de croissance de prix, mais il y a déjà, une fois de plus, dans notre catégorie, il y a quelque chose de très spécifique. La matière première a un prix qui est réellement évolutif. Je crois que j'ai lu pas mal d'articles dans la maroquinerie de certaines grandes marques de maroquinerie qui se sont fait un petit peu violentes et brutalisées par l'opinion publique en disant « vous avez doublé vos prix ». Pouvez-vous expliquer l'inflation à bon dos, mais dans quelle mesure est-ce que vous pouvez le justifier? Sincèrement, la matière, le cuir, oui, il y a eu une inflation des matières premières, mais certainement pas de l'ordre à justifier plus 5 000 € en valeur absolue sur un sac, par exemple. Dans la joaillerie, déjà, c'est assez différent. Il y a déjà un élément qui est l'or, qui est complètement public, et l'évolution du prix de l'or, qui est une réalité un peu indiscutable, j'allais dire, ça donne le ton, puisque vous avez à la fois une évolution des prix qui est significativement plus faible que dans d'autres secteurs, alors que la matière première, elle, a une évolution ouvertement, publiquement et de façon indiscutable, beaucoup plus élevée que les autres matières premières que peuvent être le tissu ou le cuir. Donc ça vous donne le ton déjà de l'état d'esprit de la joaillerie, qui est un milieu une fois de plus lent, plus conservateur, mais aussi plus vrai, et qui parle plus de matières réellement précieuses. Donc pour les pierres et les métaux, sincèrement, les matières que l'on achète, la demande et juste les prix de la matière première ont subi une réelle différence. Ensuite, au niveau de la façon, donc de la fabrication, là encore, si vous allez dans le milieu de la joaillerie, la majorité des produits de joaillerie, même donc, chez nos confrères et chez Gemio pour certainement, sont fabriqués dans des pays développés, donc avec des problématiques de coût social, de coût de la main-d'œuvre, qui sont, notamment au moment du Covid, qui sont des réalités. Donc quand vous fabriquez 100% en France, comme c'est notre cas, l'inflation du prix et en valeur absolue sur la valeur ajoutée d'un produit ne va pas être la même que si vous fabriquez au Bangladesh ou en Thaïlande. Par-dessus ça, les marges elles-mêmes, si vous voulez, en joaillerie, les marges même des grands joailliers sont plus faibles sur les produits notamment bridal que les marges que vous observez en prêt-à-porter ou en maroquinerie. Ce qui veut dire que tous les facteurs sont en défaveur de la joaillerie, puisque les coûts de fabrication sont plus élevés, les matières premières sont plus élevées, la fabrication est faite dans des pays d'où la main-d'œuvre et la protection sociale coûtent cher, le tout avec des augmentations de prix très inférieures. Donc globalement, pour schématiser, la joaillerie est plutôt un très bon élève par rapport à d'autres secteurs. Et d'ailleurs, on lui a peu reproché dans le passé d'abuser. Des flambées de prix. Exactement. Maintenant, au sein des acteurs de la joaillerie, il y a plein de comportements différents. Nous, une fois de plus, c'est notre ADN et c'est notre promesse d'être même mieux disant là-dessus. C'est-à-dire qu'au moment où ça force, où la flambée est la plus difficile à contenir, on va juste redoubler d'efforts pour ne en répercuter le moins possible sur les clients. Si l'or augmente de 20, 30, 50% en quelques années, l'augmentation de nos prix, on va la limiter à la moitié, au tiers ou au quart, de manière commensurée. Donc ensuite, d'autres acteurs ne le font plus ou moins. Et sincèrement, ils sont en ordre dispersé. On ne va pas citer maintenant des acteurs, mais je vois des acteurs qui sont très bons élèves là-dessus, des acteurs qui sont plus relâchés, plus engraissés là-dessus. Donc chacun a son positionnement. Justement, sur le secteur, quelle analyse vous faites de l'évolution du secteur? Il y a une forme de concentration qui est valable sur pas
pan du luxe, mais en tout cas sur la joaillerie, il y a un intérêt à la fois d'aller chercher les savoir-faire par le rachat d'ateliers. Ça se fait beaucoup en Italie actuellement. Oui. Il y a également des stratégies qui peuvent être d'entrer en bourse, de racheter des concurrents. Comment vous voyez l'évolution du secteur de manière plus large ? Alors, si je fais la partie simple, qui est la partie fabrication, pour l'instant. Donc, sur la partie fabrication, il y a eu juste des cycles. Au moment post-Covid, il y a eu un emballement autour du marché de la joaillerie. Par ailleurs, la joaillerie de qualité, la France, ça fait partie de ses derniers atouts industriels forts. Ça reste le pays de la fabrication de la joaillerie par excellence dans le monde. Et donc, tous les acteurs se sont jetés sur les capacités de production françaises de joaillerie, tous les acteurs de qualité. Et il y a eu un engorgement. Au même moment où l'un des deux grands groupes de luxe français a décidé de se lancer agressivement dans la joaillerie, là où ils étaient peut-être peu présents, ça a rajouté une pression sur le milieu de la fabrication joaillière et il y a eu des mouvements de panique, donc de la capacité de production insuffisante, les ateliers ont été complètement submergés et un grand groupe de luxe, les 3 groupes de luxe principaux dans le secteur se sont lancés dans des petits ou gros rachats à des prix raisonnables ou déraisonnables d'ateliers. Ça crée un mouvement de panique, une aubaine pour certains propriétaires. Et ça a été le cœur de l'année 2000, deuxième semestre 2021, 2022 et premier semestre 2023. À partir du deuxième semestre 2023, la mousse est quand même, la sauce est un peu retombée. D'accord. Les capacités de production sont revenues tendues mais à la normale. Et on sent aujourd'hui en 2024 qu'on est juste un retour à la normale. Donc les ateliers sérieux sont remplis à 100%, 110 ou 90%, ont de beaux carnets de commandes, mais ne perdent pas la tête. Et il y a eu, actuellement, je crois qu'on est à peu près à la normale. Il y aura encore quelques annonces de rachat. Les rumeurs font bon train actuellement dans le secteur. Mais je ne pense pas qu'il y ait de situation aussi tendue qu'il y a 1 an ou 2 ans. Donc ça, c'est pour la fabrication. Mmh. Maintenant, côté concentration des acteurs et stratégie des grands groupes. Quand vous dites concentration, vous faites allusion les rachats de marques par des grands groupes. Exactement. Écoutez, alors c'est une bonne question. J'ai pas vu. Donc il y a eu des rumeurs récemment de 2 marques de joaillerie, l'une qui fait un peu moins de 100 millions, l'autre qui fait un peu plus de 200 millions de chiffres a priori, qui étaient sur le marché. Ça n'a pas abouti dans les 2 cas. Donc, je n'ai pas la sensation que... Donc, il y a eu un rachat, Richemont a annoncé le rachat d'une marque en Italie pour à peu près... une marque qui faisait 40 millions de chiffres, voilà. J'ai pas les rumeurs, si vous voulez, les commérages du marché font plutôt état d'attentisme. Il faut se dire quand même qu'après donc, le rachat de Tiffany, le rachat de Buccellati un petit peu avant, et surtout Tiffany, et le fait que... la joaillerie a fait l'objet de toutes les attentions pendant 2 ans. Là, on est plutôt en phase où les gens laissent la cendre retomber, essayent de comprendre si on est en surproduction, si la demande est bien là, si les acteurs qui avaient annoncé beaucoup de promesses vont les délivrer. Je pense que ça reprendra peut-être, mais là, ce que j'entends du marché, c'est plutôt paisible et les gens s'observent et essaient de comprendre déjà où est orienté le marché avant de se relancer dans quelque chose. Donc, je ne vois pas de grands mouvements pour les prochains mois. Ouais. Vous, dans cet univers-là, vous avez quelles ambitions pour Gemio ? Comment se développe la maison ? On l'a dit, ouverture à Zurich, a priori un nouveau marché sur lequel vous voulez créer une filiale. Comment se développe la maison ? Et puis, est-ce que vous avez des ambitions de prendre des participations ou de racheter des ateliers ? Enfin, voilà, d'avoir cette stratégie aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, nous, depuis 5 ans, nous sommes de nouveau, les fondateurs sont de nouveau majoritaires, il n'y a plus de fonds à bord, et au début, c'était une fois de plus un peu un hasard et un concours de circonstances, mais une fois de plus, ce qu'on a compris après coup, c'est que la construction d'une marque dans le luxe, notamment dans le hard luxury, et encore plus spécifiquement dans la joaillerie, vu les horizons de temps, et en observant ceux qui ont réussi dans le milieu, on s'est rendu compte que c'était souvent lieu à des constructions donc sur des décennies,
qui avaient besoin d'un actionnariat très très stable, souvent familial, qui assure donc une forme de stabilité. Et donc on est plutôt dans une démarche dans laquelle on a l'intention très patiemment et sur une durée très très longue de construire la marque le plus loin possible. Donc on n'a pas l'intention de faire de mouvements brusques au niveau de la marque Gemio. Donc la disruption, c'était pour le début, mais finalement, là, vous êtes rentré dans un cycle long. Et ben, de la même façon que je vous disais qu'au niveau de la marque, on a découvert les adjectifs, on a forcé dans un sens, dans l'autre, mais juste en tâtonnant. De la même façon, au niveau de notre stratégie d'entreprise et de financement, on a aussi tâtonné, et ça a été utile au début pour obtenir du capital facilement. Mais on se rend compte que le marché, le milieu, la stratégie de nos clients appellent une grande stabilité, beaucoup de patience et une vision à horizon plusieurs décennies. Donc là, c'est la façon dont on se positionne. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que ça n'est pas que dans le milieu, enfin pour Gemio ou dans le milieu de la joaillerie que c'est valable. Il y a d'autres catégories dans lesquelles on pense que c'est applicable et on aimerait bien à un moment donné pouvoir le faire dans d'autres, enfin appliquer cette recette très très long terme dans d'autres catégories. Mais pour l'instant, on n'a pas du tout le temps de nous en occuper. C'est pas un projet 2024. Non, c'est pas un projet 2024. Les projets 2024 pour vous ou pour Gemio, vous avez des grands caps à franchir cette année ? Écoutez, donc d'une part, je vous disais un petit peu notre parc immobilier, notre parc de boutiques qui a été conçu il y a 8 ans. Il est décalé par rapport à ce qu'est la marque aujourd'hui, donc on est en train de le renouveler. Et donc on est en train d'élever l'expérience en boutique parce que notre clientèle, son niveau de sophistication, son niveau d'exigence est assez élevé. Et donc on est obligé d'investir sur les points de contact avec notre clientèle. Nos clientèles aussi, comme je vous disais, on va les chercher, on va répondre à l'appel là où elles sont. Et elles sont dans des grandes villes, dans d'autres langues et dans d'autres time zones, dans d'autres fuseaux horaires. Et donc, on est obligé de s'adapter, d'ouvrir des filiales loin, d'apprendre à gérer une boutique dans d'autres langues ou à d'autres cultures. Et c'est déjà bien assez. Donc, aujourd'hui, donc là, on ouvre Tokyo, on a ouvert Tokyo, on va ouvrir Zurich, on ouvrira probablement une ville aux États-Unis. Et ça nous fait déjà pas mal pour les 18 mois à venir, on va dire. Très bien. Sharif Devs, merci beaucoup pour cet échange. Olivier, j'espère que ça convenait, que ça correspondait à ce que vous attendiez. Écoutez, c'était parfait. Plein d'éléments business, énormément d'infos sur le secteur. Je pense que nos auditeurs seront très heureux. Écoutez, j'irai regarder les reviews alors. Parfait. Merci Sharif. Merci Olivier. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.